Bonjour à vous mes chers psychocasses. Aujourd'hui on va s'intéresser au mécanisme du totalitarisme, première partie. Avant d'illustrer avec des exemples historiques ce qu'est le totalitarisme, il convient de définir ce qu'il n'est pas. Prenons l'exemple du concept historique de la dictature. Dans un régime dictatorial de type romain, un magistrat était désigné par le Sénat et les pleins pouvoirs lui étaient remis afin de gouverner lors d'une situation de crise, par exemple lors de troubles de guerre civile ou lors de la peste. Ce système politique dictatorial se fonde sur l'état d'exception, estimé extraordinaire, et les pleins pouvoirs étaient rendus au bout de 6 mois sans aucune reconduction possible. Or, dans un régime totalitaire, le pouvoir se fondant sur un état d'exception n'est plus limité dans le temps car son ambition est illimitée, son renouvellement perpétuel et l'état d'exception devient la nouvelle normalité. Le despotisme est semblable au totalitarisme dans le monopole du pouvoir et son caractère arbitraire fondé sur la crainte. Contrairement au totalitarisme, le despotisme se calme lorsqu'il a le sentiment que son pouvoir est absolu et que l'opposition est neutralisée. Concernant la tyrannie, ce régime ne prétend pas vouloir régner sur la vie intime des individus. En effet, le pouvoir tyrannique peut rencontrer de l'opposition face à une loi et si l'opposition persiste, alors le pouvoir peut abandonner la dite loi. Cela traduit une considération et une tolérance face à l'opposition. Or, dans un régime totalitaire, aucune voix dissidente n'est tolérée, bien au contraire, la singularité du totalitarisme est bien le refus catégorique de toute forme d'opposition. Hannah Arendt, célèbre philosophe britannique, auteur du célèbre ouvrage « Les origines du totalitarisme », définit le totalitarisme comme l'ambition de la domination totale. D'après ses écrits, il s'agit d'un mouvement international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques. Finalement, le totalitarisme vise la destruction de tout espace politique, la transformation totale de la société en une masse homogène, sans aucune différenciation, dépourvue d'initiative, et quiconque entraverait la réalisation de ce but se verrait exterminé. L'idéologie. L'idéologie se réfère à un ensemble plus ou moins cohérent des idées, des croyances et des doctrines philosophiques, politiques, économiques, sociales, religieuses, propres à une époque, à une société, à une classe et qui orientent l'action. En ce sens, nous pouvons prendre comme exemple l'idéologie du nazisme qui avait pour doctrine pseudo-scientifique l'eugénisme. Pour définir l'origine d'une telle idéologie, nous devons remonter aux véritables racines avec un Britannique nommé Francis Galton, cousin de Charles Darwin, connu pour ses travaux sur la psychologie différentielle, qui est l'étude des différences entre les groupes d'individus, entre les individus et les différences au niveau de l'individu lui-même. En 1863, Galton théorisa que si les personnes intelligentes et talentueuses se mariaient uniquement avec d'autres personnes intelligentes et talentueuses, le résultat serait une meilleure descendance, une race plus pure. Le courant sur l'hérédité était né, il a eu pour nom l'eugénisme. Ce coup de départ de l'eugénisme par Francis Galton s'importa aux États-Unis et dans le reste de l'Europe à la fin du XIXe siècle et deviendra bientôt la justification pseudo-scientifique par les racistes d'un nouveau courant comme le nazisme ou le fascisme. Dans le nazisme, la doctrine pseudo-scientifique se basait sur l'hygiénisme, une orientation excessive de la pureté dans le domaine sanitaire, et de l'eugénisme avec l'arien comme étant un idéal de race pure à atteindre. L'arien était considéré comme une race d'hommes supérieurs, un surhomme qui serait en danger d'altération et d'affaiblissement s'il n'éliminait pas ses ennemis radicaux, en particulier les juifs. Ainsi, cette propagande nazie exploitait l'antique préjugé occidental qui confond la réalité et la vérité,
travestissant un récit mensonger comme étant vrai. L'un des plus grands menteurs et désinformateurs de l'histoire fut Joseph Goebbels, l'un des principaux alliés et proches d'Hitler, considéré comme l'un des maîtres de la propagande durant la Deuxième Guerre mondiale. Entre les années 1925 et 1930, Goebbels était nommé Gauleiter, un fonctionnaire du parti nazi, chargé de promouvoir le parti dans la capitale berlinoise. Il va développer bon nombre de stratégies de communication afin de propager un discours basé sur l'antisémitisme et le nationalisme. Par exemple, il utilisera de grandes affiches à l'encre noire et rouge, très souvent ornées de la croix gammée, symbole du nazisme, avec un slogan politique brutal. Goebbels a également fondé Der Angriff, l'attaque, un journal du parti nazi dans la capitale berlinoise. C'est dans ce même journal, à la suite de son élection au Reichstag, l'Assemblée parlementaire, en 1928, que Goebbels écrivit un article témoignant de la plus haute trahison à l'encontre de la démocratie. Ouvrez les guillemets. Nous entrons au Reichstag afin de nous pourvoir en armes prises dans l'arsenal même de la démocratie. Nous deviendrons députés au Reichstag afin que l'idéologie de Weimar contribue elle-même à sa propre destruction. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens légaux pour renverser l'actuel état des choses. Comme le loup s'attaque à un troupeau de moutons, voilà comme nous venons. Fermez les guillemets. Ce fut quelque temps après la Grande Dépression de 1929, lorsque l'économie allemande était menacée d'effondrement et que des millions d'Allemands se retrouvèrent au chômage, que Goebbels façonna un discours d'opposition face au traité de paix de la Première Guerre mondiale signé à Versailles. Ce traité de Versailles infligeait de lourdes sanctions envers l'Allemagne en termes de clauses militaires, territoriales, économiques, financières et força l'Allemagne à renoncer à son empire colonial. La propagande nazie qui s'intensifia suite à la Grande Dépression orienta ses slogans sur le ressentiment envers le dit traité et sur la xénophobie du peuple allemand à l'encontre des soviétiques, ce qui permit au parti de gagner en popularité et d'occuper davantage de sièges à l'Assemblée parlementaire. C'est à la suite des effets de la Grande Dépression, favorisant la montée en puissance du nazisme et du communisme, que Goebbels exploita la peur de voir les communistes au pouvoir et développa de nouvelles méthodes de propagande dans une perspective électorale. Pour ce faire, il utilisa un nouveau média, le cinéma muet, qui servira de canal de diffusion central à l'idéologie nazie et à la propagande de guerre entre 1930 et 1940. Goebbels utilisa également la radio à partir de 1932 et dans les années qui suivirent, il s'assura que chaque foyer allemand dispose d'une radio afin de pénétrer l'espace intime des Allemands, facilitant leur endoctrinement. Au début de l'année 1933, après de longues négociations entre les nazis, les partis du centre et les industriels, Hitler devient chancelier d'Allemagne sans pour autant bénéficier d'une domination institutionnelle totale. C'est à la suite de l'incendie du Reichstag, survenu dans la nuit du 27 au 28 février de la même année, qu'Hitler se servit de cette action criminelle pour adopter des mesures d'urgence lui permettant d'obtenir les pleins pouvoirs le 23 mars 1933. Par le biais de la loi d'habilitation, il put gouverner par décret sans rencontrer une once d'opposition de la part du président Hindenburg. La domination était désormais institutionnellement sécurisée. Durant cette période de 1933, Goebbels fut nommé ministre de l'Éducation publique et de la propagande et c'est par l'intermédiaire de son ministère que Goebbels va imposer l'idéologie nazie dans toute l'Allemagne et dans le reste de l'Europe. Son département ministériel était composé de plusieurs branches qui s'occupaient de la radiodiffusion, de la presse nationale et étrangère, des films, de la censure, des arts, de la musique, du théâtre, des rassemblements de masse, des questions raciales, de l'endoctrinement de la jeunesse allemande et de la contre-attaque face à toute propagande d'opposition, quelle qu'elle soit, nationale ou étrangère. En bref, sous le ministère de Goebbels, le parti nazi contrôla les médias de masse pour diffuser une propagande de masse tout en supprimant les voix dissidentes, discordantes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, assurant l'uniformisation de la pensée allemande, permettant ainsi un terreau favorable à la désinformation de masse. Cette désinformation de masse fera passer Hitler comme le sauveur de l'Europe contre la menace soviétique. En ce sens, le discours de l'idéologie est de nature prophétique. Le pouvoir prophétise et fait advenir ensuite ce qu'il a prophétisé.
Concernant le régime de Staline, il basait son idéologie sur un socialisme dans un seul pays. Son idéologie était basée sur une forme de nationalisme avec un État fort et autoritaire dans lequel la classe ouvrière était prônée, voire exaltée. Celle-ci devait dévotion à son entreprise ainsi qu'à l'État. Ce parti communiste unique s'assurait d'éliminer tout opposant réel ou potentiel, voire imaginaire, qu'il se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Prenons l'exemple de son rival Trotsky, qui fut évincé du parti en 1930, puis qui fut assassiné au Mexique en 1940. La suppression d'adversaires était possible par le biais des procès staliniens dans le cadre des grandes purges entre 1936 et 1938. Cette série de procès avait pour unique but d'éliminer tous les traîtres de la nation, des généraux, des rivaux, des témoins, voire des hommes de main ayant assisté à l'évolution de Staline. Les nazis avaient Goebbels pour se charger de la propagande, l'Union soviétique avait Staline. Staline était connu pour son côté excessivement narcissique par le culte de la personnalité, machiavélique et paranoïaque. Mais il était également connu pour être un grand maître de la désinformation. En 1929, Staline décréta une nouvelle répression culturelle contre la population de l'Union soviétique dans laquelle il plaça les écoles sous le contrôle total de l'État, tout comme les journaux et les bibliothèques. Il interdit également la religion et fit incendier les églises ou ordonna leur démolition. Le contrôle de la parole et de la pensée que Staline instrumentalisa était caractérisé par le recours à la force et à la répression afin de stabiliser son pouvoir et écraser toute dissidence. Un autre exemple frappant fut la grande famine que Staline orchestra en Ukraine entre 1932 et 1933 et qui fit entre 3 et 5 millions de morts. Lorsqu'Édouard Herriot, maire radical socialiste de Lyon, visita l'Ukraine en septembre 1933, il s'étonna de ce qu'on racontait en Europe et dit « Lorsque l'on soutient que l'Ukraine est dévastée par la famine, permettez-moi de hausser les épaules. » Ce tour de passe-passe était la démonstration que Staline savait habilement manipuler la perception de la réalité. Par ailleurs, ce régime totalitaire que Staline avait instauré en Union soviétique était méconnu d'une grande partie des médias occidentaux. Dans ce régime, tous les faits qui ne concordaient pas ou qui étaient susceptibles de ne pas concorder avec le récit officiel étaient traités comme irréels. En bref, le moment totalitaire peut se reconnaître à ce signe. On nous raconte des faits qui n'existent pas et on passe sous silence des faits qui existent. Plus communément, on appelle ça de la désinformation. La désinformation est totale lorsque le régime totalitaire réussit à faire passer un monstre sanguinaire comme étant le petit père des peuples. En illustrant symboliquement le totalitarisme au travers des régimes du stalinisme et du nazisme, on s'aperçoit très vite que tous les deux sont des maîtres de la désinformation, utilisant et contrôlant les médias de masse pour diffuser une propagande de masse afin de maintenir une idéologie sous forme d'un discours fallacieux, autrement dit de maintenir de la désinformation de masse. Un discours qui prend la forme d'un récit qui ne reflète ni la vérité, ni la réalité de l'expérience, s'appuyant sur des sophismes, sur une novlangue, une perversion du langage, exigeant une adhésion sectaire, une croyance fanatique, sans contestation possible et encore moins de remise en question. Le totalitarisme est donc fondé sur le maintien d'une idéologie, un récit fallacieux répété inlassablement comme un son de cloche en perpétuel mouvement. Le pouvoir totalitaire se reconnaît rapidement par la désinformation de masse qu'il propage, donc le fait de raconter massivement des faits qui n'existent pas et de passer massivement sous silence des faits qui existent. Et il est également reconnaissable par son discours de nature prophétique, car oui, le pouvoir totalitaire prophétise des faits et fait advenir ensuite ce qu'il a prophétisé. Mais le totalitarisme est également le fruit d'un processus psychosocial bien connu. Il s'agit de la formation des masses. Plus précisément, dans la seconde partie, j'expliquerai comment l'uniformisation de l'individu au sein d'une masse s'accompagne d'une forte tendance à céder à des pulsions, comme par exemple les pulsions d'anxiété, de frustration et d'agression. Ce phénomène sera exploré dans la prochaine vidéo intitulée « Le totalitarisme, c'est quoi ?» partie 2, qui sera bientôt ou est déjà disponible en fin de vidéo.
Sachant que cette première partie du totalitarisme est un phénomène psychologique vaste et complexe, j'ai rédigé un petit guide pratique que vous pouvez retrouver dès à présent en PDF en cliquant sur le premier lien en barre de description. Ce PDF sert de résumé quant aux notions du totalitarisme. Il y a également d'autres éléments clés figurant dans ce résumé ainsi que des ressources supplémentaires pour approfondir vos connaissances sur le totalitarisme. Donc, n'hésitez surtout pas à vous le procurer car ce résumé PDF est gratuit mais surtout il est limité dans le temps. Pour terminer, je vous invite à partager votre feedback par le biais d'un pouce, d'un commentaire ou surtout en partageant la vidéo à vos proches. Toutes ces actions réunies sont une contribution majeure à la communauté car elles favorisent sa visibilité, sa croissance et surtout témoignent de votre satisfaction quant au contenu que je vous propose. Car oui, le contenu psychopédagogique que je partage ne semble pas être beaucoup apprécié par l'algorithme de YouTube qui a récemment réduit le nombre de vues sur ma vidéo. Le complotisme, c'est quoi? Vidéo que vous pouvez directement retrouver affichée sur votre écran maintenant et qui figure également en barre de description. Cette censure démontre un aveu de faiblesse et témoigne de la capacité que tout un chacun possède d'utiliser son libre arbitre vers des actions créatives et spontanées. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager cette vidéo car ce sont vos réactions qui boostent ma motivation lorsque je suis dans un processus de création et elles m'encouragent à poursuivre cette merveilleuse aventure. Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine vidéo et tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez à cette chaîne. Je vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.